Il y a une question très légitime qui se pose, hein, c'est qu'est-ce qu'on peut faire en ce moment on-chain? Et autant ces dernières semaines, j'avais un discours à dire, il n'y a pas grand-chose à faire, on s'ennuie, etc., etc. Autant depuis ces derniers jours, il y a vraiment une quantité folle de trucs qui ont popé. Avant de partir discuter de tout ça, est-ce que tu es au courant que cette semaine, il y a 9 airdrops qui sont tombés? Même si tu penses tous les avoir remarqués, je te garantis qu'il y en a quand même quelques-uns que t'as loupé. Et c'est pas grave, parce que tous les samedis à 18h, tu reçois la newsletter du Grimoire du Mage, avec le récap de tout ce qu'il ne faut surtout pas louper dans le game des airdrops. Et cette semaine, crois-moi, on est chargé niveau clem, il y a énormément de choses. Alors là, je te montre un prototype, hein, la newsletter est pas encore terminée, on a encore quelques trucs à rajouter, quelques informations sympathiques. Sache que cette newsletter, il y a vraiment beaucoup de choses à ne pas louper, notamment les 9 clés de la semaine. Si tu veux le recevoir directement dans tes mails avec les liens, toutes les informations qui vont bien, c'est le premier lien en description et oui, c'est gratuit. Sur ce, on retourne à notre vidéo. Première activité on-chain intéressante, c'est la DeFi sur Bera. Depuis quelques jours, ils ont activé un truc qui s'appelle le Proof of Liquidity, qui est un nouveau mécanisme de consensus. Et ce mécanisme-là, il vient incentiver une grosse flopée de pools directement sur la blockchain. La plupart sont accessibles directement via le hub de Bera, d'autres sont sur Infrared et certaines autres directement sur Kodiak. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ça, de ces gros chiffres à droite à gauche? Est-ce que c'est intéressant, c'est pas intéressant? On va zoomer dessus. Pour comprendre, on revient sur le niveau 1 de complexité, c'est-à-dire les pools sur Bera, directement sur le hub quoi. Ici, les APR sont payés dans un truc qu'on appelle le BGT, qui est le token de gouvernance de Bera Chain. C'est un token qui s'obtient uniquement en se farmant via cette mécanique de Proof of Liquidity, donc en déposant de la liquidité et en venant la stacker sur les contrats de Bera Chain. Et ce token là, il a une particularité, comme je te l'ai dit, il ne s'obtient pas autrement, ça veut dire que tu ne peux pas aller en acheter. Le BGT, c'est uniquement quelque chose qui se farme en déposant de la liquidité. Disons que tu as farmé un peu de BGT, peu importe la pool dans laquelle tu as déposé, ce BGT là, il peut être utilisé de deux façons différentes. La première, c'est simplement de cliquer sur Redeem dans la partie swap et de venir le récupérer en 1 pour 1 directement en token Bera. Comme dit tout à l'heure, ça marche dans un sens unique, c'est uniquement le sens BGT Bera, tu ne peux pas faire Bera vers BGT. Et la deuxième utilité, c'est de venir le déléguer à des validateurs pour avoir des APR qui sont encore plus juicy directement sur le BGT. Autant te dire que les gens ont pas trop intérêt à les dumper parce qu'actuellement tu peux farmer avec jusqu'à 800% d'APR dessus. Entre nous, mécanique très intéressante. Concernant les pools, on est sur de la DeFi classique et donc ça veut dire qu'il y a toutes les règles classiques de la DeFi qui vont s'appliquer quand tu déposes dans une pool. Les deux premières sont des pools en stable, donc pas d'impermanent loss. Malheureusement, les APR sont pas giga fameux. Ensuite, tu as une paire en Bera Oni, ce qui veut donc dire que tu as de l'impermanent loss et que tu es à 50% en Bera et 50% en Oni. Comme tu peux le voir juste ici, 50-50. Donc même si les APR sont relativement intéressants, attention quand même à l'impermanent loss. On a l'équivalent pour la paire Ethereum Bera ou encore BTC Bera. Pareil, impermanent loss. On a mon chouchou avec le Bera Ibera qui est un peu l'équivalent d'avoir une pool Ethereum Wrapped ST Ethereum. Sauf que là, ça tourne pas à 3% comme sur Ethereum, mais ça tourne plutôt à 136% d'APR. Sympathique. Et plusieurs autres pools qui sont plus ou moins random. Concernant les vaults sur Infrared, ici tu vas être payé en IBGT. C'est la version liquide développée par Infrared du BGT et donc tu peux swapper librement à l'inverse du BGT classique. Attention, il y a actuellement un premium dessus et il cote à 1,31 Bera et ça veut donc dire qu'il peut se rapprocher de 1. C'est pas comme le Ibera qui va avoir tendance naturellement à coter à 1 pour 1. Au niveau des pools, Infrared c'est un peu en agrégateur et il va falloir stacker sur un projet puis ensuite venir stacker sur Infrared et là à la place de générer des BGT, tu vas générer des IBGT. Si tu as pour seul objectif de revendre les BGT que tu reçois, c'est plus intéressant aujourd'hui Infrared, tout simplement parce qu'à la place de recevoir un BGT, tu reçois l'équivalent de 1,31 BGT. Et ensuite, tu as également ce truc là qui s'appelle Kodiak, sur lequel tu vas également retrouver d'autres pools qui sont plus ou moins incentivés. Une information clé que tu dois quand même garder en tête, c'est que la majorité des pools vont coter en Bera quelque chose, et donc ça veut dire que tu as une exposition dans le token de Bera, qui on le rappelle est un altcoin qui est situé en 95e position sur CoinGecko, et donc a tendance à être vachement volatile sur le marché. Même si c'est pas le cas dernièrement et qu'il a plutôt une tendance haussière depuis les 7 derniers jours, et ben mine de rien, il peut se passer plein de trucs, et si demain le marché s'effondre pour X ou Y raison, et ben ça fera certainement pas exception au Bera. Ensuite, j'ai vu énormément de questions sur les émissions, parce que très souvent quand on te montre un APR qui est aussi élevé, c'est qu'il y a quelque chose derrière de douteux, mais là en fait il n'y a pas vraiment d'entourloupe. C'est juste qu'à la place de tout distribuer à des gens qui vont stacker de l'Ether, comme par exemple
sur Ethereum, et ben il y a des rewards qui sont envoyés aux gens qui vont stacker dans des pools de liquidité. Et dans certaines de ces pools de liquidité, ben il n'y a pas tant que ça de TVL, ce qui permet d'avoir des rendements qui sont vachement intéressants. Au niveau des émissions, on est sur du plus 10% annuel, ce qui est pas giga déconnant. Par exemple, Solana était à plus 8% annuel pendant très longtemps. Bien que ce soit plus important, on reste quand même dans le même ordre de grandeur, on n'est pas sur un truc qui sort de la lune quoi. De mon côté, j'ai pris position là-dessus, je vais pas laisser tourner ma position indéfiniment non plus, et je vais essayer de front-run la baisse de la yield quand les gens vont commencer à se dire ok c'est cool la yield, mais il y a peut-être quand même mieux à faire ailleurs. Donc les trucs importants à garder en tête, c'est que si tu prends position là-dessus, il y a de très bonnes chances que tu vas prendre position sur du BERA, donc faut être au minimum un petit peu bullish sur le BERA pour la période pendant laquelle tu déposes, et comme d'habitude tu as tous les risques de la DeFi classique qui s'appliquent, c'est-à-dire que s'il y a un problème avec les contrats sur lesquels tu déposes de la liquidité, et ben malheureusement tes fonds ils ont de bonnes chances d'être grillés. Donc plus tu vas déposer sur des projets qui sont petits et douteux, plus tu cumules ce risque-là. En toute logique, la position qui est la moins sujette à ce risque-là, c'est BERA Hub, vu que c'est directement intégré à la structure de BERA Chain. Maintenant, comme partout, ça veut pas dire qu'il y aura jamais de problème, on est d'accord là-dessus. À noter également que si tu vas sur Kodiak, tu vas retrouver certaines positions qui sont particulièrement boostées et qui font référence à des mêmes coins. Si t'es un gros dégène, il y a peut-être un coup à jouer là derrière, mais avant de faire quoi que ce soit, intéresse-toi à leurs réserves et à la façon dont ils peuvent incentiver les pools. J'en dirai pas plus dans cette vidéo, c'est un sujet qui est très complexe. Et si jamais tu te poses la question de comment tu peux débarquer sur BERA, tu peux partir de Jumper et tu y arrives très facilement avec quasiment tous les tokens. De préférence avec de l'USDC ou de l'Ethereum, comme ça tu passes même par Stargate, donc Layer 0. Deuxième point super intéressant, je me suis mangé absolument tout le live d'Espresso. Non, on parle pas du café que tu as sur le bureau, mais plutôt d'un projet qui permet d'avoir de la confirmation cross-chain sur différents rollups et qui proposera également de l'interopérabilité. Dit comme ça te hype certainement pas, on est d'accord. Mais par contre, si je te montre le crypto fundraising et que je te dis qu'ils ont levé 60 millions de dollars, là d'un coup, ça réveille peut-être ton intérêt pour la chose. Ils ont fait leur premier IMA ce jeudi. Bon, il n'était pas très intéressant, mais j'ai par contre réussi à grappiller quelques informations très cool, notamment concernant des NFT qu'ils vont lancer. Déjà, on sait qu'on aura toutes les informations au plus tard le 30 avril et que les mints ou les claims auront lieu en mai. C'est également indiqué qu'il y aura différents archétypes et que ce n'est pas une question de rareté, mais également qui seront intégrés au niveau de la roadmap du projet avec la possibilité de les bridger cross-chain, à savoir qu'ils seront lancés sur la Rarichain. En écoutant le live en entier et en remontant la majorité des slides, j'ai réussi à quand même trier 2-3 informations très intéressantes et je pense avoir déterminé plusieurs façons de se positionner sur ces NFT pour obtenir des whitelists. Si c'est un truc qui t'intéresse, il y aura un petit dossier en bas de la newsletter de ce samedi. On est sur quelque chose de relativement early avec pas énormément de compétition, je pense que ça peut être intéressant de se positionner là-dessus. Autre point au niveau de l'activité on-chain, on peut également parler à nouveau d'Hyperliquid, pour lequel il y a eu des soucis quand même assez majeurs que je me dois d'évoquer. Je veux dire, c'est pas un hasard si la TVL du Volt elle est quasiment à 1/3 depuis le début du mois, c'est qu'il s'est passé des trucs pas très jolis sur le projet. Il y a eu 2 événements majeurs qui sont arrivés. Le premier c'était Justici qui a fait perdre environ 4 millions de dollars au HLP, ce qui a fait mal aux performances des personnes qui avaient posé sur le projet. Et ça c'est un truc qui s'explique facilement, double guillemets, dans le sens là où il y a juste un trader qui a pris un gros trade et qui a gagné. Certes avec un peu de manipulation quand même, mais il n'y a pas eu spécifiquement d'exploit. C'est un truc qui a fait beaucoup de bruit et qui est arrivé le 12 mars dernier, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Et suite à ça, ils ont un petit peu changé les règles et ils ont fait en sorte que les leviers qui sont utilisés sur Bitcoin ou Ethereum soient un petit peu plus faibles. Ici, on est clairement sur un concept de gestion de risque. Parce que si tu permets à tes utilisateurs de prendre des positions qui sont trop importantes, et ben il y a un monde là où la position, elle devient tellement importante qu'elle est capable de siphonner la liquidité entière du Vault. Ce serait vraiment barjot que ce genre de truc là puisse arriver, ce serait vraiment pas cool. Si je dis ça, c'est absolument pas pour prédire de ce qui s'est passé 2 semaines après le 26 mars dernier. Ils ont listé un shitcoin sur leur perps, quelqu'un a ouvert un long monstrueux sur le token avec un effet levier absolument barjot, et en même temps t'as MEXC et Binance qui ont listé le token. Ce qui fait que la position se retrouve avec un gain de barjot, un gain tellement énorme que ça aurait absolument siphonné les réserves du HLP. Hyperliquid avait le choix, soit ils validaient effectivement cette position là et la majorité des gens qui avaient déposé dans le HLP ils se retrouvaient à un divisé par 2 de leur position, ou alors ils utilisent un genre d'entourloupe pour revenir en arrière dans le temps et éviter que ce problème arrive. Chose qu'ils ont fait pour mitiger les dégâts. J'explique de façon simple, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et ça c'est un truc qu'ils ont fait par eux-mêmes, donc ça a posé d'énormes questions parce qu'on parle d'un projet qui est censé être décentralisé. Alors bon, pour quelqu'un qui est dans le milieu, on sait très bien que ces projets-là ne sont pas décentralisés, mais là, pour eux d'avoir cette possibilité de faire ça et donc de revenir en arrière sur différents trades, eh ben c'est quand même un énorme coup de massue, parce que justement ça répond pas à leur proposition de valeur qui est
de dire nous on a un échange, personne viendra jamais vous embêter si vous faites des trades sur notre échange, parce qu'il est on-chain et parce qu'il est décentralisé. Spoiler, on vient de voir à l'instant comment ça s'est passé. Le problème c'est qu'on n'est pas sur un petit souci technique, mais on est sur un souci technique qui, s'il avait été mal géré, eh ben, aurait pu littéralement faire en sorte que Hyperliquid soit en banqueroute, ce qui est terrible, parce que là on parle de la fonctionnalité principale d'Hyperliquid qui est du coup sa liquidité. Suite à ça, ce qui s'est passé, c'est que les gens ont retiré en masse pour des raisons de sécurité, et ils ont eu bien raison d'ailleurs, et donc la TVL d'Hyperliquid est passée de 500 millions à 180 millions en l'espace de 3 semaines. Le truc c'est qu'Hyperliquid fonctionne un petit peu avec un modèle de flywheel, c'est-à-dire que plus il y a de liquidité, plus les gens peuvent prendre des trades importants. Et donc cette baisse drastique de liquidité, bah, ça veut également dire qu'il y a plein de gros traders qui se retrouvent avec plus de slippage sur leur trade et qui vont peut-être avoir tendance à aller trader ailleurs. Chose qui génère moins de frais pour la plateforme et donc qui permet à la plateforme de racheter moins de hype, sachant qu'ils utilisent leurs frais pour racheter de leurs propres tokens. La version courte, c'est que s'ils trouvent pas une solution pour que le HLP fonctionne et qu'il n'y ait plus ces problèmes à répétition, d'autant plus que maintenant que la brèche est ouverte, d'autant plus que maintenant que les gens sont au courant que c'est possible de faire ce genre de folie, et ben on va y avoir énormément de gens qui vont surveiller ça et qui vont essayer de faire des folies. S'ils n'arrivent pas à trouver une solution, ça veut potentiellement dire que Hyperliquid, ben c'est terminé quoi. J'ai peut-être l'air un petit peu dramatique dans ce que je raconte, mais c'est des faits. S'ils continuent d'avoir une mauvaise gestion de risque comme ça, que les soucis s'enchaînent, il va y avoir de moins en moins de liquidité sur la plateforme, les gens ne pourront plus trader avec des sizes acceptables ou alors n'auront plus accès aux tokens qu'ils ont envie de trader, et ben malheureusement, ça va perdre toute l'attraction qu'ils ont chopé. Et ben ils peuvent avoir un cercle, c'est quoi l'inverse? C'est vicieux il me semble? Ouais, c'est vicieux le terme. Donc à prendre en compte. Voilà de ma compréhension, là où Hyperliquid en est aujourd'hui. Et ça applique deux risques sur Hyperliquid. Le premier, c'est directement sur le HLP, et ça a deux implications pour toi qui farm Hyperliquid. La première, c'est si tu as de la liquidité sur le HLP, et ben tant que toute cette affaire-là n'est pas réglée, ça me paraît quand même risqué de garder de la thune là-dessus. Je suis désolé de le dire, mais ça me paraît risqué. Et c'est vraisemblablement la même pour tout ce qui est équivalent. On a vu qu'il y avait moyen de les retourner contre eux-mêmes. J'ai pas spécialement envie d'avoir mes fonds dessus quand ça arrivera. Deuxième point, c'est que si tu farmes sur HyperEVM, tu vas forcément détenir à un moment ou à un autre un truc qui s'appelle du dollar hype. Ben ouais, le token du projet. Et vu l'incertitude qu'on a en ce moment sur le projet, et ben ça veut également dire que le token peut varier à la hausse ou à la baisse. C'est le cas, il a morflé depuis l'incident, il est passé de quasiment 17 $ à 13,50 $. Le marché n'ayant pas spécialement aidé non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu utilises HyperEVM et que tu mets des fonds, beaucoup de fonds, et ben il y a de bonnes chances que tu sois en hype et donc que tu sois exposé à ce token. À toi de voir si tu juges ça acceptable ou pas. De la même façon que si tu prends position sur Bera pour farmer sur les vaults, et ben c'est à toi de juger si c'est acceptable ou pas. Et si oui, avec quel pourcentage de ton folio. Voilà, là maintenant t'es à niveau sur tout ce qu'il faut savoir sur Hyperliquid. Maintenant on peut reparler de HyperEVM, et j'insiste là-dessus, vraiment si t'as un petit peu de temps, va checker la vidéo sur Hyperliquid numéro 2 juste ici sur la chaîne. Vraiment elle est très pertinente et elle fait un énorme résumé de ce qu'on peut faire sur HyperEVM. Pour moi aujourd'hui ça reste un des meilleurs plays, tout simplement parce qu'il n'y a pas de Sybil sur la blockchain. Quand on regarde, on est sur une blockchain sur laquelle il n'y a que 68 000 wallets actifs, dont seulement entre 2000 et 5000 de façon journalière. Et ça vraiment c'est giga rare d'avoir un projet qui est autant valorisé, avec une partie de ce qui pourrait donner une éligibilité à un airdrop avec aussi peu d'utilisateurs. Vraiment c'est barjo, il n'y a personne sur HyperEVM, et sachant que c'est leur nouvelle feature, pour moi aujourd'hui il y a clairement un monde là où ils allouent un certain pourcentage de l'airdrop numéro 2 aux personnes qui sont actives sur leur blockchain. Alors j'insiste, va faire un tour là-dessus, regarde ce qu'on peut y faire et interagis avec quelques applications natives. C'est peut-être le prochain projet qui va utiliser des stratégies à l'Arbitrum, et ce serait vraiment pas déconnant quand on voit l'activité qu'il y a dessus. Ensuite, la prochaine saison de Layer 3, elle se termine très bientôt, et franchement, quand tu vois la gueule du token, et ben ce serait vraiment dommage de pas aller spammer quelques transactions dessus, au moins histoire de passer un certain seuil d'activité et d'essayer d'y être éligible. Parce que oui, pour avoir un truc qui perf comme ça, vu le marché, bah franchement, c'est cool. Alors passe un petit peu de temps dessus, claque tous les bonus, claque tout ce que tu peux avoir pour avoir des multiplicateurs, ou alors pour réduire tes coûts, fais quelques swaps, quelques bridges, essaye de cocher le maximum de cases avec ça. Vraiment, je pense que c'est pas déconnant. La saison en cours se terminant le 31 mars. Ok, ensuite on a la fin quasi imminente d'Eclipse. On sait que jeudi prochain, il y a une AMA avec le CEO et qu'il est censé faire une annonce très importante. Le ticker est désormais listé sur CoinGecko. Les dernières AMA étaient plutôt unanimes. Normalement, on en saura beaucoup plus et sur les tokenomics et sur une potentielle snapshot, ainsi que sur l'airdrop d'ici la semaine prochaine. C'est probablement le dernier week-end là où tu pourras cliquer sur Turbo. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Concernant un énorme projet qu'on attend tous avec un certain base, et ben écoute, la TVL se porte globalement bien. Il
Il y a toujours énormément d'activités on-chain, mais malheureusement, la hype s'est barrée. Avec le plus gros ticker qui représente plus ou moins la blockchain, Aerodrome, qui tire vraiment la tête. Alors malheureusement, j'ai pas la charte, je sais pas pourquoi il veut pas me l'afficher sur CoinGecko. Voilà, là on l'a sur Aerodrome et on est quasiment à un divisé sur 4. Aïe aïe aïe, ça pique. Depuis quand? Depuis décembre. Donc en l'espace de 4 mois, c'est vrai que ça a été vachement violent cette affaire. Globalement, c'est vraiment le marché qui est assez décevant parce qu'en général, en début d'année, on a quand même toujours des choses assez intéressantes qui se passent. Là, c'était vraiment pas le cas cette année. On est déjà début avril et on est en down only depuis environ 4 mois. Et ça avec certains altcoins qui sont vraiment pas très loin de côté à des prix similaires à ce qu'on avait en bear market. Autant te dire qu'en ressenti global en ce moment, c'est vraiment pas la joie. Et ça se voit un petit peu partout, il suffit de se balader sur Twitter, de regarder l'activité sur les Discord, etc. En ce moment, il y a moins de monde et les gens sont largement moins enthousiastes qu'ils l'étaient il y a encore quelques mois. La période actuelle a rien à voir avec décembre dernier. Alors je sais pas du tout si on est en train de créer un truc qu'on pourrait appeler un nouveau standard, mais j'ai l'impression qu'on n'a plus vraiment cette cyclicité avec tous les 4 ans on a un bull market explosif, mais à l'inverse qu'on est plus dans l'alternance de différentes phases et des phases qui vont switcher assez rapidement. Si je m'amuse à prendre un graphe des 2 dernières années, on a quand même eu 2 périodes là où il s'est passé des trucs assez intéressants au niveau des cryptos. On a eu toute cette période-là, ainsi que toute cette période-là, là où au niveau des altcoins, globalement, ça s'est très bien passé. Mais entre-temps, on a également eu des périodes qui étaient bien moins marrantes, notamment cette période-là et cette période-là, pendant lesquelles on a eu des ranges qui étaient très longs, enfin très long, hein, relativement long en tout cas, notamment suite à des périodes là où il se passe énormément de choses, et pendant lesquelles on observe que tout ce qui est assets à risque ont tendance à ne pas performer. La question c'est est-ce qu'on serait pas sur un nouveau standard, et est-ce que ce genre de phases-là ne vont pas continuer de se répéter, mais à intervalles bien plus réguliers que ce qu'on a eu pendant très longtemps. Là où on aurait donc des périodes pendant 2-3 mois là où il se passe quelque chose, les assets à risque vont performer, pour des périodes plus longues de 6 à 12 mois, là où au final il se passe pas grand-chose. C'est en tout cas ce qui a l'air de ressortir quand on regarde les graphes et qu'on fait une petite rétrospective de ce qu'on a vécu. J'ai pas spécialement d'avis là-dessus, c'est juste quelque chose que j'ai remarqué et que je voulais te partager. En attendant, je fais toujours ce que je sais faire de mieux, c'est-à-dire générer de l'activité on-chain et maintenant également un petit peu plus de contributions à droite à gauche, tout simplement parce qu'aujourd'hui je considère encore que c'est un des meilleurs trucs à faire. Et ça, même si le game a bien changé ces dernières années. En espérant un marché un petit peu plus doux ces prochaines semaines, je te dis à bientôt pour la suite. Ciao!